Bonjour, bienvenue sur le plateau de Champ de Vision. Nous allons parler mécanisation, ou plus exactement, charges de mécanisation, des charges importantes puisqu'elles peuvent représenter dans certains cas entre 30 et 40, voire 45% des coûts de production dans une exploitation agricole. Alors pour faire face à la concurrence, y compris la concurrence étrangère, on peut parler par exemple de l'Ukraine pour le blé, comment réduire ou optimiser ces charges de mécanisation, quels sont les systèmes les plus intéressants? On parlera d'écumants, on parlera également des entreprises de travaux agricoles, et que penser des notions de partage de risque? Voilà, en quelques lignes, le sommaire de cette émission. Et pour répondre à toutes ces questions, je vous présente nos invités. Geoffroy Audouard, bonjour Geoffroy. Vous êtes ingénieur recherche et développement au pôle économique et système d'exploitation d'Arvalis, donc la recherche appliquée à l'agriculture. Ludovic Brocard, bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, vous êtes agriculteur en Lorraine, et alors vous avez une particularité, c'est que vous êtes agriculteur, mais vous bossez aussi pour les autres. Et on fait de l'entreprise de travaux agricoles en parallèle de l'exploitation. Vous m'expliquerez tout à l'heure ce qu'est une entreprise de travaux agricoles. Bonjour Claude Le Songeur. Vous avez le micro, ça marche mieux avec le micro. Voilà. Vous êtes adhérent, vous, d'une CUMA, et vous êtes installé entre Metz et Verdun, c'est bien ça? Oui, exact. Et alors, Fabrice Génin, vous êtes agriculteur un peu plus loin, vous êtes en Bourgogne, et avec vous, notamment, on verra ces questions de partage de risques qui sont importantes aujourd'hui. Hein. Oui, évidemment. Alors, Geoffroy, tout d'abord, ce que je voudrais, c'est qu'on plante un peu le décor, qu'on comprenne bien les enjeux actuellement des charges de mécanisation et de la mécanisation. D'abord, je disais tout à l'heure, entre 30 et 45% des coûts d'exploitation, c'est une vue de l'esprit ou c'est la réalité? Alors c'est même un peu plus. Déjà, on ne peut pas parler de mécanisation sans parler de main-d'œuvre et d'organisation du travail. Les agriculteurs ici présents vont très bien l'expliquer, bien mieux que moi. C'est un sujet qui ne peut pas être dissocié de l'organisation du travail pour différentes raisons, parce qu'il y a le facteur humain aussi derrière. Ensuite, c'est un facteur c'est un levier, une charge qui est très importante à l'échelle de l'exploitation en grande culture, parce qu'aujourd'hui, on estime environ que c'est 45 à 55% des charges de mécanisation totales. Enfin, les charges de mécanisation représentent 45 à 55% des charges totales de l'exploitation. Si je vous comprends bien, quand vous dites charge de mécanisation, c'est la machine, bien évidemment, les investissements, mais aussi les personnes qui vont faire fonctionner la machine en question. C'est ça, charge de mécanisation et main-d'œuvre. Voilà. Mais comment se fait-il que ce soit aussi élevé? Alors, ça se décompose en plusieurs éléments. On a tout ce qui est amortissement. Aujourd'hui, les amortissements représentent une grande part des charges de mécanisation et de main-d'œuvre. La main-d'œuvre familiale, qui est aussi à rémunérer et qui représente parfois, souvent, un poste important. Et puis ensuite, on a tout ce qui est charges sociales, salariales, salaires, travaux par un tiers aussi. Monsieur Brocard, ici présent, nous en parlera. Et puis également d'autres postes qui sont liés à ce poste de charge mécanisation. Alors c'est vrai que nous, on est côté charge salariale, on est toujours un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est un des vrais problèmes de la France. Bon, c'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop de dire ça. Et c'est vrai que ça nous fragilise quand on regarde la concurrence étrangère. Alors, il y a effectivement la main-d'œuvre qui est plus chère, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on travaille sur des surfaces beaucoup plus petites en France. Aujourd'hui, les charges de mécanisation, l'enjeu, c'est de diminuer le coût en faisant ou de la tonne, du rendement, ou éventuellement en travaillant plus de surface. Et donc forcément, par rapport à nos concurrents, ukrainiens, russes, australiens, États-Unis, on se rend compte qu'on a des surfaces travaillées en France qui sont 2, 3, 4, 5 fois. Nous, on parle en centaines d'hectares. Eux, ils parlent en milliers, voire plus quelquefois. Donc forcément, on est sur des rapports de force qui ne sont pas équivalents. Et donc en productivité du travail, donc nous, on parle en tonnes équivalent blé par actif, on se rend compte qu'un agriculteur français produit moins de tonnes de blé qu'un agriculteur étranger. Et donc forcément, on se retrouve avec des charges de mécanisation qui sont moins diluées et donc qui sont plus importantes. Mais est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce que le problème est insoluble? Parce qu'imaginons Ludovic, par exemple, qui aurait, ou Claude, qui aurait des fermes de 100 hectares et puis qui d'un coup, parce qu'ils auraient gagné au loto, auraient des exploitations de 1000 hectares, il y aurait toujours le coût de la main-d'œuvre qui serait pénalisant, non? Alors, on s'en sortira jamais. Les solutions, j'ai envie de dire, elles sont là. Ils vont très bien vous les expliquer. Ils ont tous les trois activé une partie du levier mécanisation main-d'œuvre. Chacun une clé du problème. D'où l'intérêt de cette table ronde aussi, c'est de montrer qu'il y a un compromis sur chaque exploitation qui est spécifique à chaque exploitation. Il n'y a pas de solution miracle. En revanche, ils ont réussi
à faire de ce levier mécanisation manœuvre un des axes majeurs de progression à travers leurs différents exemples. Alors, on va regarder comment tout ça fonctionne maintenant, spécifiquement cas par cas. Ludovic, vous avez développé donc une entreprise de travaux agricoles. Alors, expliquez-moi un petit peu d'abord ce que c'est que ces entreprises et puis comment cette démarche, comment êtes-vous arrivé à cette démarche? Alors, ça a démarré à cause des charges de mécanisation. On a acheté une moissonneuse qui pouvait en faire un tout petit peu plus. On a été donné un coup de main à un voisin. Et puis par la suite, il y a un autre voisin qui a demandé, donc on en a acheté une deuxième. Et puis de fil en aiguille, on a fait de la boisson. Après, on est parti sur du pulvé, du semis, des fermes. On fait une partie d'exploitants qui ont délégué quasiment tout leur travail, qui travaillent ailleurs et qui ont gardé l'exploitation familiale, donc ils font faire tout partie de leur travail. Donc en fait, c'est deux entreprises en une. Vous avez votre exploitation et vous avez cette entreprise de travaux agricoles à façon. Alors, il y a, sur le papier, il y a bien deux entités et tous les jours, je fais mon travail de mon exploitation avec le même matériel que le travail qui va aller chez les voisins. À part qu'aujourd'hui, ça a pris, vu que ça a pris de l'ampleur, il y a une partie du matériel qui est spécifiquement consacré pour faire l'entreprise à côté, quoi. Pourquoi ça a pris de l'ampleur? Pourquoi on fait appel à vous aujourd'hui? À part parce que vous travaillez bien évidemment. Mais c'est quoi? C'est que, justement, là, vous disiez tout à l'heure, on a acheté une moissonneuse batteuse qui était un petit peu surdimensionnée par rapport à nos besoins. Donc, c'est qu'aujourd'hui, le matériel est devenu un peu cher, ou certains de vos collègues ont plus envie de se casser la tête avec ça. On est arrivé à un stade où les gens avec des surfaces où ils ne pouvaient plus amortir eux une moissonneuse complète, ou ils l'achetaient à plusieurs, mais s'ils voulaient pas avoir la contrainte de s'entendre avec quelqu'un d'autre, ils font appel à une personne qui leur fait tout le travail. On leur libère du temps. Je me rappelle les premiers clients qu'on a fait en moisson. Au début, quand j'allais les voir, ils étaient un peu réticents. Et puis, au bout de la deuxième année, il me dit c'est super parce que quand tu sors du champ, moi je suis fini, je suis déjà en train de presser qu'avec ma petite moissonneuse, je serai encore en train de moissonner. Et puis, il y aurait plus, la paille aurait pas été faite. Donc, les gens, ils font appel à nous pour gagner du temps et investir sur il y a des fois des éleveurs qui vont investir dans leur système d'élevage qui dédient la particulture, quoi. Je croyais que vous alliez me dire, quand j'étais en train de finir la moisson, mon client me dit chouette, grâce à toi je suis parti en vacances. Il y en a aussi, hein. Il y en a aussi. Alors, il y a les entreprises de travaux agricoles et puis il y a un système qu'on connaît bien qui est assez ancien et qui est un des grands classiques de l'agriculture, c'est les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Alors, dites-moi, Claude, ça marche comment les CUMA aujourd'hui? Aujourd'hui, pour être en CUMA, il faut au minimum 4 agriculteurs qui souscrivent un capital social. Et puis, ils déterminent l'outil. C'est-à-dire que pour être en CUMA, pour entrer dans une CUMA, il faut être logique, lucide, exactement comme pour être agriculteur, parce que c'est des projets à long terme. C'est-à-dire, quand vous lancez un projet, c'est sur combien d'années? CUMA, certains matériels peuvent s'amortir sur 5-10 ans, d'autres plus conséquents ou plus onéreux, 12 ans. Et donc, quand on s'engage pour acheter le dit matériel, il faut poursuivre l'activité pendant 12 ans. Et vous êtes donc à combien dans votre CUMA? Dans ma CUMA, on est 15 agriculteurs aujourd'hui. C'est uniquement pour des travaux de culture, culture de travail du sol, uniquement travail du sol. Mais 15 adhérents, ça veut dire que quand ça démarre, il y a du boulot pour un petit moment, quoi, non? Il y a du travail. Ce qu'il faut, c'est un planning. De toute façon, tout le monde veut se servir en même temps, le même jour, ou c'est le matin pour le midi. Donc ça, il faut gérer et avoir de la patience. Ouais, alors justement, ça, il y a une phase humaine qui est importante. C'est qu'il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas de Ludovic, parce que Ludovic, on l'appelle, en fonction de son planning, son agenda, de ses disponibilités, il nous trouve une date ou il ne la trouve pas. Vous, il faut... Dans une CUMA, il y a des hommes et il y a des femmes, et du matériel. Et chacun a envie de passer, je dis pas avant l'autre, mais chacun est toujours prioritaire. Et voilà, ça fait partie du projet, ça. Parce que l'hiver, quand on fait les plans, le matériel, on peut l'utiliser. Et quand on est en période de pointe, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut gérer le temps, gérer l'humain. Alors, et le climat. Moi, en vous écoutant,
j'ai du mal à percevoir la différence fondamentale, à part qu'il y a un système coopératif, un système privé, mais c'est fondamentalement pour le travail, quelle est la différence? La CUMA, il y a un engagement, c'est-à-dire que quand on est un entrepreneur, on n'est pas satisfait du travail, on peut changer d'une année sur l'autre. Quand on est en CUMA, même si ça n'a pas été une année, il faut toujours continuer, parce qu'il faut amortir le matériel jusqu'au bout. Fabrice, l'avis aussi de l'expert, c'est quoi le meilleur système? Si tant est qu'il y a un meilleur système. Non, moi je suis convaincu, il n'y a pas de système meilleur qu'un autre. Il faut trouver le système qui est adapté à ce qu'on a envie de faire. Ça a été très bien expliqué, celui qui a besoin de se dégager du temps, il a peut-être intérêt à trouver quelqu'un pour lui faire une prestation. Celui qui veut être tout seul chez lui, mais qui veut bénéficier d'un coup de mécanisation. Mettez bien le micro près de... Voilà. Il faut qu'il le mutualise avec des collègues, donc ça peut être le système de CUMA ou de copropriété. Nous, personnellement, sur l'exploitation, on a eu le sentiment qu'on voulait dépasser justement la copropriété et la CUMA en mutualisant les risques. Et c'est pour ça qu'on était au départ en assolement commun et à la fin avec une seule structure pour justement qu'il n'y ait plus de discussion entre le travail qui est fait chez un, pas chez l'autre et comment on arbitre. Voilà, ça, on reparlera de la mutualisation des risques tout à l'heure. J'avais tendance à penser, Ludovic, que pour se lancer dans une ETA, faut un peu d'argent quand même, parce que c'est vous tout seul qui achetez le matériel. En CUMA, ils partagent la facture. Là, chez Claude, en 15. Vous, c'est plein pot pour vous. Le fait de faire de l'entreprise permet de mettre des surfaces en face le matériel et de l'amortir. C'est ce qui permet d'avoir du matériel au goût du jour, performant et au goût du jour, et de le renouveler régulièrement. Et de pouvoir l'amortir en mettant les surfaces qui correspondent en face du matériel acheté, quoi. Le matériel, vous le changez tous les combien? Il n'y a pas de règle, ça dépend. Là, vous avez signé des bons de commande. Allez, dites-le au Cultural, il y a des centres des machines. Après, on en discutait juste avant d'arriver. Le matériel, faut pas l'acheter quand on en a besoin. Les gens vont peut-être me dire il est fou, mais aujourd'hui, acheter du matériel aujourd'hui parce que les prix des céréales sont bons, parce que c'est un peu l'euphorie sur le marché du matériel. Le marchand de machines, il vous attend parce qu'il sait que vous êtes demandeur, alors que quand lui il vend pas, il y a des fois des moments. Donc j'ai pas de règle. Si une machine elle est au bout, mais j'ai pas de règle impérative pour changer. Des fois ça peut être 3 ans, comme ça peut être 4 ans, comme ça peut être 5 ans. Le premier argent de gagner, c'est celui qu'on dépense pas. Donc, si la machine, vous arrivez à tirer parce qu'il s'en vend pas beaucoup au moment-là, je pense qu'il faut en profiter, quoi. Geoffroy, vous qui observez ça de l'extérieur, il y a une solution meilleure que l'autre, il y a des solutions complémentaires. Je sais que c'est un exercice difficile que je vous demande, mais vous êtes économiste, donc vous savez ça. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire qu'il y en a une meilleure que l'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que chaque exploitant c'est lui qui connaît le mieux son exploitation. Aujourd'hui, on n'est pas, nous, en mesure de dire telle solution est mieux. En revanche, à Arvalis, ce qu'on fait, c'est qu'on se place dans certaines positions et on est capable de dire si, dans telle situation, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, ce à quoi il faut faire attention. Voilà. Effectivement, en ETA, il n'y a pas ce partage du risque qu'ont éventuellement Monsieur Le Songeur et Monsieur Génin en partageant ou mutualisant les surfaces et ou en partageant le matériel. Mais encore une fois, peut-être que Monsieur Brocard n'avait pas la solution avec ses voisins de s'accorder pour une CUMA. Peut-être que c'est plus avantageux pour lui de faire ça en ETA parce que ça lui fait un revenu à côté. Et ça dépend aussi de tout son assolement et de toutes ses cultures. Et en matière de... Oui, Ludovic. Pour compléter un peu, je pense que la plus grande des réponses, vous parlez souvent de l'humain. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler en CUMA, il y a des gens qui ne sont pas faits pour prendre une entreprise, il y a des gens qui sont faits, ceux-là, ils sont faits pour travailler tout seuls, même si ça leur coûte, vous pourrez leur conseiller ce que vous voulez. Ils seront jamais bien dans les deux autres systèmes, et je pense que ça, c'est quand même Alors, après, il y a l'argent, mais il y a le côté humain, et quelqu'un d'associable, vous pouvez pas le mettre dans aucune des autres solutions, il faut qu'il se fasse par lui-même. Et je pense que c'est très important, ça. C'est clair. L'enjeu humain, c'est le facteur le plus difficile à gérer. Et effectivement, il ne faut pas imposer une solution en disant celui qui ne fait pas comme ça, il n'a rien compris. Si d'avoir choisi d'exploiter du matériel en commun, ça vous rend malade tous les matins parce qu'il va falloir aller voir le voisin qui ne prend pas soin du matériel ou qui va le rendre sale ou pas au bon moment ou pas machin,
il vaut mieux rester tout seul et aller voir un entrepreneur ou une autre solution. Donc évidemment, il n'y a pas de solution miracle, c'est son intérêt en fonction de sa personne. Voilà. Claude, ça se passe comment chez vous? Il y a des bons moments, sans doute, parce qu'on est, comme on le disait à l'instant, dans l'humain, dans le partage. Il y a les valeurs coopératives qui sont historiquement ancrées dans le monde agricole. Mais il doit y avoir aussi des moments un peu où on pique des coups de gueule, pour parler vulgairement. Tout vient d'être dit, mais quand on a un groupe d'agriculteurs en CUMA, il y a toujours un responsable du matériel, et quand le matériel est rendu, il faut qu'il passe par le responsable, qui lui note les heures, les kilomètres ou tout ce qu'on veut, et regarde l'entretien, si ça a été graissé, parce que c'est vrai que c'est le plus gros souci, c'est de reprendre un matériel qui n'est pas en état, en panne, et on l'a caché, et ça, il n'y a pas pire que ça. Ça, c'est... Et alors, tout à l'heure, la question qu'on se posait en démarrant cette émission, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, les charges de mécanisation, c'est une bonne partie des coûts. Est-ce que, en passant par une ETA, en travaillant en CUMA ou en ayant le partage des responsabilités, comme vous nous l'expliquerez dans un instant, est-ce qu'on fait des économies? Est-ce qu'on fait baisser ces coûts de production? Moi, je pense que l'introduction qui a été faite, c'est la base. Les exploitations françaises sont en moyenne beaucoup plus petites que les exploitations du reste du monde, qui font des grandes cultures. Donc on est en concurrence sur des marchés mondiaux, donc il fallait trouver un moyen pour essayer de revenir. On a déjà, vous l'avez souligné tout à l'heure, une charge de main-d'œuvre qui est souvent incompressible et qui est en notre défaveur. Donc le moyen, c'était de trouver... surtout en grande culture où les périodes de chantier peuvent être assez courtes, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir du matériel spécifique qui tournait 15 jours par an. Donc en se restructurant avec des voisins, en faisant des CUMA ou en mutualisant enfin pas mutualisant, mais en faisant de l'entreprise, ça permet d'utiliser le matériel plus longtemps et de baisser son coût. Parce que c'est ça, Geoffroy, c'est ça aussi l'une des choses importantes, c'est que une machine, par définition, c'est fait pour tourner, et plus on la fait tourner, moins ça coûte de l'argent au final. Oui, c'est ça. Il y a deux possibilités en fait. Ou vous diminuez vos charges à l'hectare, dans ce cas-là, vous diminuez votre matériel, ou vous augmentez la surface travaillée, ou alors vous augmentez votre production. Ça passe par augmenter le rendement, mais aujourd'hui, augmenter les rendements en grande culture, les plus gros progrès, j'ai envie de dire, ont été faits au XXe siècle. Aujourd'hui, on voit bien que les rendements ils stagnent plutôt en France, donc c'est la réalité. Ou alors diminuer le temps de travail à l'hectare. Ça peut passer aussi par du matériel plus performant, une hausse du débit de travail. Donc effectivement, il y a toutes ces solutions-là pour réussir à lutter contre cette fameuse concurrence à l'international qui ne se pose pas toutes ces questions parce qu'elle n'a pas de limite de surface, elle peut encore s'étendre aujourd'hui. Alors, on parle argent maintenant avec vous, Ludovic et Claude. Avec vos systèmes, on économise de l'argent, on fait baisser ses coûts de production. Claude ? Le coût de production baisse faiblement. Ce qu'on a, c'est une sécurité au niveau de l'outil, de la disponibilité de l'outil. Et quand on a acheté un outil, on a généralement fait un budget prévisionnel, un coût de revient. Et donc, de toute façon, le mieux, c'est d'acheter l'outil qui convient le mieux à l'exploitation. Se suréquiper, c'est bien quand on a de l'argent, mais à plusieurs, c'est pas évident parce que, en individuel, oui. Parce qu'il y a la fiscalité qui vient jouer au niveau de l'exploitation. En CUMA, c'est une entreprise qui n'est pas fiscalisée, il n'y a pas de CFE et il n'y a pas de plus-value en cas de revente. Donc on ne peut pas tout avoir non plus. Alors Ludovic, vous, avec votre système, on peut faire baisser ses coûts de... L'avantage, c'est que le client, il a un tarif, il sait ce que ça lui coûte. Alors est-ce que ça moins cher ou plus cher que s'il faisait tout lui-même Ça dépend. Ça dépend, on ne peut pas le dire. Mais ce qu'il est sûr, c'est qu'il a un prix qui est écrit. Et il sait où il va. Il sait qu'il tombera pas en panne. Il sait que s'il y a un problème de chauffeur, il n'aura pas besoin d'aller courir ailleurs pour retrouver un chauffeur pour remettre sur sa machine si son chauffeur est absent. Et donc, il a un coût fixe sur lequel il peut se baser. Alors, oui, je c'est ça, parce qu'aujourd'hui, pour rebondir, effectivement, l'un des soucis de l'agriculture aujourd'hui, c'est le manque de visibilité à long terme. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi ces solutions, pour mutualiser, limiter les risques. C'est qu'on a un manque de visibilité en termes de résultats économiques, et donc du coup ça pose des soucis pour comment investir dans ce système fluctuant économiquement, parce que les prix varient beaucoup, et une annonce à l'autre bout du monde politique peut influer sur le prix des ventes de blé aujourd'hui en France, à n'importe quel moment, et aussi fluctuant d'un point de vue climatique. C'est ce que avait commencé à dire tout à l'heure Claude. Climatiquement aujourd'hui, c'est maladroit de parler quelquefois de suréquipement en France, parce qu'en fait vous avez des fenêtres optimales dans lesquelles réaliser le labour, le semis, la récolte,
qui se réduisent progressivement avec les aléas climatiques. Et donc il faut pour un agriculteur avoir la réactivité possible en s'adaptant au climat et en réalisant l'opération dans les meilleurs moments, donc le plus rapidement possible, de là à moissonner la nuit, etc. Donc il y a une adaptabilité qui est nécessaire, et c'est aussi, ça rejoint le facteur humain où il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et puis, si je peux rajouter, Fabrice, je vous en prie. la mutualisation du matériel, peu importe la méthode, elle peut permettre de pouvoir jouer, on va dire, à tous les jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend parler de labour, de non-labour, de semi-direct. C'est du matériel spécifique qui peut valoir très cher et qui peut imposer de faire des choix si on veut l'avoir tout seul sur son exploitation. C'est-à-dire qu'une exploitation de taille moyenne en France va avoir du mal à aligner une charrue, un semoir de semi-rapide, un combiné, et puis peut-être un semoir de semi-direct. Là, il faut avoir beaucoup d'argent. Et ben voilà, et puis c'est pas Parce que rentable. tout ça, ça coûte combien au final? Ah ben ça peut coûter très cher d'avoir tout ça dans la cour. Par contre, quand on le raisonne collectivement sur une plus grande surface, eh ben ça peut permettre d'avoir un petit peu plusieurs cordes à son arc et d'adapter en fonction de l'année, en fonction du contexte, une méthode de travail. Alors, tout ça, ça a l'air formidable, génial. Moi, j'adhère complètement. Sauf que le diable est dans les détails. Admettons qu'on soit en période de moisson. Je suppose, Ludovic, que vous avez quand même, votre priorité, c'est quand même un peu votre exploitation. Je pense quand même que le cordonnier est le plus mal chaussé, non? Mais c'est vous qui commencez chez vous. Et alors, comment ça se passe après pour organiser le travail à façon? J'ai un certain nombre de machines, ça me permet de servir les clients, et même étant comme ça, je suis toujours avec l'âge, j'aime plus trop courir, donc on a légèrement suréquipé, ce qui fait que on arrive à faire quasiment tout le monde quand il faut. Et mon exploitation sert à occuper les machines en fin de journée. Des clients, des fois pas toute la journée pour occuper une machine. C'est compliqué d'aller chez... vous retournez chez quelqu'un qui fait du lait. Vous n'allez pas arriver chez lui à 6h ou 7h le soir en plein été alors qu'il est en train de traire les vaches, il est tout seul. Donc les machines reviennent sur mon exploitation et finissent la journée sur mon exploitation. Et alors pour les CUMA, ça se passe comment? Ça s'organise comment? Parce que alors, est-ce que c'est aussi le système démocratique là où chacun met ses dates de récolte sur la table et puis après Les dates de récolte, c'est arithmétique, mais chaque agriculteur connaît ses parcelles, connaît ses récoltes, et il s'inscrit sur un tableau, et puis après, il faut respecter l'ordre d'inscription, sauf imprévu. Et l'imprévu? Les ouais. CUMA, généralement, il y a beaucoup d'éleveurs, et à partir d'un certain moment, c'est vrai qu'il faut aller faire le soin aux vaches et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est les agriculteurs qui sont plus céréaliers qui reprennent en main les machines pour poursuivre la journée ou la nuit. Mais alors ça peut être terrible parce que puis on peut dire par exemple moi j'aimerais bien que mon champ soit fait le lundi, sauf que Ludovic va dire non parce que le lundi j'ai autre chose, j'ai un truc, et il va venir le mardi, et le mardi orage de grêle, la production par terre. Ça peut être la même chose dans une CUMA. Vous avez votre machine, elle est à un endroit, et le lendemain, la grêle tombe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et on verra après les solutions, Fabrice. Alors moi, j'ai deux réponses. Déjà, les gens, pour faire le planning, c'est dans 90% des cas, c'est souvent moi qui appelle les clients. Je préfère anticiper et demander aux gens quand est-ce que le jour ils préfèrent. C'est plus simple à gérer que de subir le coup de fil. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxièmement, la grêle, il y a des assurances. Donc, ça fait partie. Après, si la personne était toute seule, elle aurait une moissonneuse beaucoup plus petite. Si elle veut respecter le coût économique du système. Donc le mardi, son champ, il n'aurait peut-être pas grêlé complètement, mais en partie. Donc je pense que l'aléa climatique, dans tous les systèmes qui sont donnés, c'est pas ça qui peut faire changer quelque chose, quoi. Je pense que c'est de se dire aux gens, moi quand je téléphone, et puis j'essaye de m'y tenir, quoi. De pas dépasser. Le maximum que je me donne par rapport, quand je donne un horaire à quelqu'un, c'est la demi-journée, quoi. Si on est en retard plus d'une demi-journée, il y a quelque chose qui n'a pas tourné bien, quoi. Donc, si je comprends bien, vous regardez les cartes météo et tout ça, et vous appelez vos clients en disant ce serait peut-être bien d'y aller, là. C'est comme ça que ça se passe? Non, je les appelle pour savoir, en gros, quand est-ce qu'ils veulent le faire. Et puis, en fonction, je leur dis là, je suis là, et puis de regrouper, quoi.
D'accord. Et alors dans les CUMA? C'est vrai que les prévisions météo aujourd'hui sont de plus en plus bonnes. Malgré tout, ça vient d'être dit que les CUMA, comme les entrepreneurs, sont un peu suréquipés de toute façon, donc on peut passer. Et quand il faut passer une nuit, eh ben, elle est passée, et il faut faire. Hein, c'est le prix à payer pour pouvoir essayer de faire les récoltes ou les travaux des sols dans des meilleures conditions, ou les semis. Alors, Fabrice, quand on écoute Ludovic, on a l'impression que la vie, elle est super simple. Hein. Bon, puis si ça plante, s'il y a la grêle, s'il y a des trucs, il y a des assurances. Bon, on a vu, hein, Ludovic, en matière agricole, les assurances, c'est pas forcément toujours ça qui est ça. L'assurance grêle, c'est vieux comme le monde et ça marche. Hein. Ouais. Donc, celle-là, Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème? Vous avez regardé un petit peu ça, la gestion des aléas, et vous avez des solutions qui sont intéressantes. Nous, on a souhaité pouvoir aller le plus loin possible dans le risque, c'est-à-dire essayer de tirer le plus possible sur la mécanisation, c'est-à-dire faire avec le moins de matériel possible les plus grandes surfaces. Donc on s'est aperçu que si on voulait aller le plus loin possible, il fallait mutualiser les risques et puis finir par avoir une même structure. C'est-à-dire que comme ça, quand il y a une moisson qui n'est pas terminée, eh ben c'est tout le monde a un bout de la moisson qui n'est pas terminé. Donc c'était un des moyens pour justement plus subir de savoir chez qui on va, parce qu'au moment où il y a le nuage de pluie qui arrive, alors pour la moisson c'est une chose, mais pour les semis ça peut être la même chose, ben, ça peut être la bagarre. Hein. Alors, dans des systèmes collectifs, il y a des tours de rôle qui sont faits. L'année d'après, on inverse. Mais des fois, celui qui est le premier, c'est celui qui a de la chance. Mais des fois, c'est celui qui est le dernier. Donc, nous pour aller au maximum de la prise de risque, on a jugé nécessaire de finir à avoir plus qu'une seule structure. Comme ça, ben, on gère aussi le chiffre d'affaires. Il est commun. Donc, c'est un des moyens pour aller le plus loin possible. C'est-à-dire s'il y a des pertes d'exploitation, chacun en paye une petite partie? C'est ça. Donc, on a travaillé pendant une certaine période, on a seulement commun, mais on s'est très bien aperçu qu'il y avait un vrai risque que dans le temps, parce que ça a été dit aussi tout à l'heure, hein, le plus dur, c'est de faire travailler les hommes ensemble et qu'ils se supportent dans le temps. Et le meilleur moyen de se supporter dans le temps, c'est que les risques économiques soient répartis de la même, égalitairement, on va dire. Et dans votre structure, vous êtes à combien? Aujourd'hui, on est 6 associés. Et l'idée, justement, de ce partage de risques, elle est née comment? Elle est née dans les années 2000, en 2005-2006. On savait très bien qu'il y avait des réformes de la politique agricole qui allaient tomber, et sur des systèmes céréaliers comme les nôtres, on voyait venir le coup, et c'est ce qui est arrivé depuis 2007 où les aides PAC allaient diminuer fortement. Il fallait qu'on trouve des leviers économiques pour compenser cette baisse des aides. Certains ont fait d'autres choix. Nous, on s'est dit, sur la mécanisation, il y a quelque chose à faire en le gérant en commun. Et on est parti sur cette voie-là. Au fil du temps, on a mis 5-6 ans pour avoir une structure en commun. Voilà. Alors, Geoffroy, on voit bien une chose, c'est que il n'y a pas, j'entends bien, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a tout un tas de petits gestes, de petites solutions qui font une grande solution après. Alors c'est pas petit, hein, parce que passer de 5-6 structures à une seule en l'espace de 15 ans, ça nécessite quand même une sacrée organisation logistique, hein, pareil pour les autres solutions. Donc oui, effectivement, il y a plusieurs possibilités, hein, ou refondre le système, comme l'a fait Monsieur Génin, ou alors éventuellement activer différents petits leviers, comme l'ont fait les deux ici présents. En cherchant à étendre les surfaces travaillées par un seul et même matériel, ou en mutualisant un parc matériel pour éviter d'être équipé trop, d'être suréquipé, même si encore une fois ce terme est maladroit et souvent mal employé, parce que le terme de suréquipement prend tout son sens quand on va sur une exploitation. Oui, alors il y a d'ailleurs quelque chose, je voudrais votre avis à tous les trois, qui est toujours très étonnant quand on parle de l'équipement du machinisme agricole. Quand vous achetez, vous, une moissonneuse-batteuse, un tracteur, que sais-je encore, super performant, avec toutes les petites technologies qu'on peut voir sur les culturales, des capteurs, des choses qui permettent de pulvériser, d'arrêter la pulvérisation, etc. On dit, ouais, ça va, les agriculteurs, quand même, ils se la jouent, hein, ils se la racontent. Par contre, quand un chef d'entreprise achète une machine qui va coûter le même prix que votre pulvérisateur ou votre tracteur pour son entreprise, on va dire, quel homme d'affaires avisé et quel chef d'entreprise avisé.
Comment vous expliquez ça? Comment ce qui est possible chez un industriel n'est pas chez vous? En tout cas, c'est mal vu chez vous, alors que c'est bien vu chez un industriel. Ludovic? C'est quelque chose de sociétal, parce que même nous, en tant qu'agriculteurs, on a des fois du mal à séparer le capital entre le privé et le professionnel. Et tout est lié. Donc je pense que, vu de l'extérieur, il a acheté un tracteur neuf, il a les moyens. Ils ne sont pas achetés à savoir si l'autre était foutu ou s'il en fallait un pour travailler, quoi. Même chose, Claude? Vous le vivez mal, ça, cette espèce de reproche qu'on vous fait de temps en temps? Oui, je pense que le reproche-là, il est fait plus que de temps en temps. Je pense qu'il est d'autant plus évident que les agriculteurs reçoivent une prime qui s'appelle la PAC, enfin des aides de l'État, des aides européennes. Et on se dit, voilà, ils ont touché les primes, ils ont acheté ça, ou ils ont investi dans l'immobilier. C'est vrai que ce sont des mauvais comptes rendus, c'est des raccourcis qui ne conviennent pas du tout. Il y a encore de la pédagogie à faire de ce point de vue-là, hein, Fabrice, pour expliquer les choses. Oui, il y a de la pédagogie à faire dans l'effort qu'on nous demande aussi. La société nous demande en permanence d'être plus performant par rapport à l'environnement, d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Et beaucoup de choses qui pourraient paraître du gadget, la robotisation, le guidage par satellite, aujourd'hui, sur une application de produits phytosanitaires, rien que d'avoir du guidage par satellite, du coupure tronçon par tronçon ou bus par bus, ça peut gagner peut-être 10% de produits phyto sans changer ses pratiques. Bon, c'est des choses, par contre, qui ont un prix. Donc, sur une ferme française normale d'une taille française, c'est difficile à amortir. Par contre, quand on arrive à le mutualiser sur des plus grandes surfaces, on a un impact environnemental positif et économique. Et là, tout le monde gagne, parce que si vous utilisez moins de phyto, fatalement, la facture est moins lourde. La facture est moins lourde, et puis on peut montrer qu'on est capable aussi, nous, de faire des progrès. L'agriculture est un des métiers qui évolue le plus technologiquement, sauf que c'est pas perçu. Oui. Alors justement, Claude et Ludovic, Ludovic, quand vous achetez du matériel aujourd'hui, vous tenez compte un peu de la vision de la société de votre métier ou pas? Ou vous dites, j'achète juste le matériel dont j'ai besoin, et puis point barre? Aujourd'hui, le matériel s'adapte à la vision de la société. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir un tracteur qui fait 5 mètres de large, on est obligé de circuler au milieu de tout le monde, donc on respecte la largeur. Vous achetez aujourd'hui un pulvérisateur, au fur et à mesure, tous les ans, vous en achetez un, c'est comme un ordinateur aujourd'hui. Au bout de 2 ans, il est quasiment démodé, parce qu'avant, on fermait un tronçon tous les 4 mètres, aujourd'hui, on va vous fermer bus par bus, et là, il y a 10 minutes à l'écran, on nous montrait quelque chose qui traitait juste sur la plante, quoi. Donc, ça évolue tous les jours, et même quelqu'un qui ne voudrait pas s'y mettre, indirectement, la machine est en route et ça se fait. Claude, même chose? Ce qui est inquiétant en agriculture, c'est que c'est vrai qu'on se met au goût de la société, mais malgré tout ça, le matériel augmente beaucoup plus vite que nos produits ne peuvent augmenter, et ça va devenir inquiétant, parce que quand on voit le prix d'un matériel ou d'un pulvérisateur, d'un tracteur ou d'une moissonneuse, alors c'est vrai qu'il y a des gadgets, que vous les avez appelés gadgets, sur un pulvérisateur, on se sert de tout. Y compris le guidage et la fermeture des tronçons. Sur des moissonneuses ou sur des autres matériels, il y a peut-être des choses, des fois, qu'on ne se servira pas souvent. Mais peut-être que le coût... Mais il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Il fait partie du matériel intégré. Geoffroy? Oui, c'est ça. Pour compléter, depuis nous, ce qu'on observe sur les observatoires RICA, etc., les bases de données agricoles, c'est que la charge en mécanisation, elle augmente depuis une dizaine d'années maintenant, et notamment parce que le prix du matériel augmente. Alors au-delà d'aujourd'hui où le prix de l'acier est très haut pour des contextes bien particuliers, mais peut-être que dans 2-3 ans, parce qu'aujourd'hui le prix de l'acier a été haut, parce que les constructeurs vont devoir augmenter leur prix, les charges de mécanisation vont continuer d'augmenter. Et ça, c'est pas totalement lié aux revenus des agriculteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. C'est plus parce qu'il y a un besoin de renouveler le matériel, parce qu'on a emmené le tracteur au bout, etc. Donc il n'y a pas toujours le lien, effectivement, entre le revenu et l'investissement des agriculteurs. Parfois, c'est un investissement qui est forcé, qui pour les faire progresser et pour les faire avancer dans leur exploitation. Alors les charges de mécanisation qui augmentent, même si vous avez des systèmes, vous, qui permettent de les faire baisser un petit peu, j'ai bien compris, même si c'est des petites baisses. Comment on peut s'en sortir? Parce que il faudra bien trouver une solution. Si on a déjà atteint le maximum du maximum de la baisse des charges de mécanisation, où est-ce qu'on va trouver les petits leviers qu'on va pouvoir actionner pour faire que nos productions soient moins chères et peut-être plus compétitives que les productions ukrainiennes, à moins d'avoir 1000 hectares au lieu de 100? Aujourd'hui, vous posez... Geoffroy, c'est un peu insoluble, ce que vous dites.
on sait très bien aujourd'hui le contexte qu'on connaît, le contexte de concurrence qu'on a avec la manière dont est organisée l'agriculture française. On n'arrivera pas à suivre le rythme qui est mis en place en Russie ou en Ukraine. Hein. Il y a de grandes chances que les exploitations françaises, au moins en grande culture, continuent de s'agrandir, continuent de se regrouper, parce que c'est le signal qui est comme ça. Hein. La société a ouvert les frontières, n'a pas envie de les refermer, et il faut bien tenir. Hein. Et donc les vieux discours qu'on entendait il y a une dizaine d'années, mieux vaut des voisins que des hectares, aujourd'hui ça a plus forcément cours? Ça peut avoir cours chez les agriculteurs, sauf que c'est pas nous qui choisissons le système dans lequel on s'est mis. Hein. La mondialisation, c'est pas les agriculteurs qui l'ont décrété, hein. C'est la société dans son ensemble. Pour imager, on nous demande de courir le 100 mètres avec un boulet au pied, et on court contre des athlètes qui sont dopés et qui n'ont pas de boulet, quoi. Et tous les jours, on nous remet une petite chaîne au deuxième pied. Geoffroy, vous vouliez réagir? Oui, non, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on subit cette fameuse mondialisation où on est sur un marché. C'est-à-dire que les agriculteurs vendent, pour reprendre l'exemple des céréales, du blé, face à des concurrents qui n'ont pas du tout les mêmes règles du jeu et qui, en plus, eux, ont une marge de manœuvre qui est encore importante, aussi bien en surface qu'en rendement. Hein. Vous regardez aujourd'hui la mer Noire. Il y a quelques années, les rendements étaient beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, l'écart de rendement par rapport à nos rendements à nous se réduisent progressivement. Et eux, ils ont encore beaucoup de leviers activés, là où nous, on est obligé d'activer des petits leviers ou alors des leviers de réorganisation de la main-d'œuvre et du travail, ce qu'ont fait ici les agriculteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'avenir, vous le voyez comment, Fabrice? L'avenir, on voit que sur les fermes, tout le monde cherche des solutions qui peuvent être différentes. Il y a beaucoup d'exploitations qui continuent à essayer de massifier un peu le nombre d'hectares pour tirer sur les charges, mais qui investissent en même temps dans des moyens d'aller chercher de la valorisation, donc en transformant des produits, en faisant de la vente directe. Voilà. Après, ça aura des limites, parce que sur les grandes cultures, quand on parle que de ça, faire du blé, si on se met tous en France à avoir une boulangerie, ça va être compliqué. Il faut falloir que les gens se mettent à consommer beaucoup plus de pain. Donc les solutions, il y a des limites, on le sait. Claude, solution, vu de chez vous, entre Metz et Verdun? Eh bien, l'agriculteur, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'une ferme de 200 hectares avant nourrissait sa famille, voire le salarié. Aujourd'hui, l'agriculteur va être pratiquement double actif s'il n'a pas trouvé de niche pour transformer ses produits. Donc, il va être double actif avec 200 hectares. Ça devient inquiétant. Et ça reste inquiétant. Double actif, c'est peut-être un peu déjà votre cas, non, Ludovic? Oui, pour moi, je me considère double actif. J'ai deux activités bien distinctes. Bon, j'ai des salariés, mais on est passé à la double activité il y a longtemps. Ça fait partie d'une des diversifications. Les gens qui font de l'entreprise à côté, plus d'un agriculteur va faire du travail. Alors après, les gens ont monté une structure où ils font juste la partie fiscale qu'ils ont le droit, mais voilà quoi. Geoffroy? Oui, la diversification des revenus. Alors après, ça sort presque des fois du secteur agricole, hein, parce que l'agriculture ne rapporte pas forcément assez. Une diversification, alors Ludovic est resté dans l'agriculture en faisant de l'ETA, mais vous avez la méthanisation, hein, Monsieur Génin en parlera bien mieux que moi, qui permet de valoriser notamment les cultures intermédiaires et puis les biodéchets, pour avoir un revenu complémentaire aussi. Et puis sinon, c'est un raisonnement aussi à avoir à l'échelle de la famille, savoir s'il y a un revenu extérieur à l'agriculture qui peut avoir surtout un revenu régulier, parce que c'est aussi ça le contexte aujourd'hui, c'est que le revenu, il est souvent faible et en plus, il est très irrégulier suivant les années. Et donc, ce manque de visibilité-là, il est crucial et très important. L'économie mondiale des grandes cultures fait que les fermes françaises spécialisées en grandes cultures, ça risque demain d'être une seconde activité, plus l'activité première, parce que le marché mondial fait que les prix valorisent plus ce métier-là, donc il faut chercher autre chose, un complément. Par exemple, on évoquait, Geoffroy évoquait tout de suite la méthanisation. Alors ça, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et dans des structures, justement, c'est pas un agriculteur tout seul qui va avoir une unité de méthanisation, mais ça peut être des groupes, voire des coopératives d'agriculteurs. Oui, c'est des outils qui demandent un investissement qui peut être assez lourd, une organisation de travail qui est plus complexe, donc c'est souvent plus facile à faire quand il y a un groupe qui est déjà existant. Et pour nous, le cas, alors ça nous rend des services agronomiques, mais ça nous permet aussi d'optimiser nos périodes d'utilisation du matériel, puisque les tracteurs qui, chez nous, tournaient presque exclusivement, j'ai envie de dire, 6 mois par an. Il y a 6 mois où c'était beaucoup plus calme. Là, avec une unité de méta, on va trouver une valorisation du matériel sur la période hivernale. Alors, comment ça se passe? Vous faites de la méthanisation de par chez vous? Pas encore? Non, il se fait de la méthanisation, mais je ne suis pas dedans.
Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des agriculteurs, ils n'auront bientôt plus de parc de matériel chez eux. Hein. C'est où on part dans un système comme ça, où on a tout mutualisé, ou un système d'entreprise. Il y a la location aussi qui pourra aider les agriculteurs. Et je pense aussi qu'il faut en parler, c'est notre système fiscal qui n'est pas forcément bien adapté aux exploitations agricoles. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'année où on fait beaucoup de revenus, donc comme on déclare l'année d'après, on est imposé et l'argent, il est obligé de repartir, la mutualité sociale agricole ainsi que les impôts. Et donc on ne peut pas mettre l'argent des deux côtés, quoi. C'est anticipé, et ça a été dit tout à l'heure, on achète quand ça ne va pas dans le marché agricole, hein, les constructeurs fabriquent et n'arrivent pas à vendre, c'est là qu'il faut acheter. Mais s'équiper d'avance sans savoir ce qui va se passer pendant les 5 années suivantes, c'est difficile. Il faut se dire aussi que oui, pardon. Non, le suréquipement coûte cher, mais le sous-équipement coûte cher aussi, parce que quand on laisse une récolte, c'est grave ça. Donc, Ludovic, vous donnez l'impression, vous, de vous en sortir un peu moins mal, parce que avec cette double activité, quand même, est-ce que ça vous permet de compenser un peu ce qui part d'un côté et... Oui et non. Oui, parce que ça fait un revenu à côté de l'exploitation. Non, parce que je travaille pour les agriculteurs. Donc s'il y a eu une mauvaise récolte, il y a certaines personnes qui peuvent avoir plus de mal à payer. Donc indirectement, c'est sur la même branche. Je sais pas, les deux sont quand même liés, quoi. Et je voulais vous poser une question tout à fait personnelle. Quand les périodes qui arrivent, là, vous dormez combien d'heures par nuit ? Ce que j'ai besoin. Vous devez travailler énormément, non ? Ce que j'ai besoin. Je peux dormir quand je veux. Moi, je ferme les yeux, je dors. Donc, ça m'arrive de dormir la journée. D'accord. Si j'ai une demi-heure entre un petit creux, je vais dormir. Je ne sais pas ce qui arrivera après. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Mais une dernière question que je voudrais vous poser à tous les quatre. Justement, l'avenir, vous le voyez comment ? Parce que là, quelque part, vous nous avez quand même dressé un portrait assez sombre de vos corporations face à la concurrence, face à des pays où le coût de la main-d'œuvre, par exemple, est beaucoup moins élevé qu'en France. On a vu que vous faisiez des efforts, mais que ce n'était pas suffisant pour arriver au même niveau. Donc, l'avenir, vous le voyez comment, Ludovic ? Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc ça va aller. Vous dire comment, j'en sais rien, mais bon. Il faudra encore s'adapter ? Il faudra encore s'adapter, mais je pense pas que la France sera friche demain, quoi. Claude ? Non, la France ne sera pas friche, on doit s'adapter. Moi, je sais que je fais de la réduction de dose, ça fait 30 ans qu'on essaye de cultiver tous les leviers et de regarder. Donc je pense que l'agriculteur est quelqu'un qui est sûrement en cause rapidement et tous les jours ou tous les ans. Donc on arrivera à faire quelque chose, on ne va pas rester... Et Fabrice, vous en Bourgogne ? Moi, je suis convaincu, le tableau, il n'est pas sombre. Le tableau, il est comme il est. Il faut être factuel. Les choses changent. Donc, on a le droit d'essayer de résister, de dire que certaines choses ne vont pas. Mais ceux qui restent à la fin, c'est ceux qui s'adaptent. Donc, il faut s'adapter. Après, ce qui pourra nous aider et essayer d'avoir une vision à plus long terme, il faut aussi que nos dirigeants aient une stratégie pour l'agriculture française ou européenne. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais au moins donner une direction et se donner des chances d'être encore sur le marché, parce que la population ne cesse que d'augmenter, l'alimentation, l'énergie, il y a de la place pour faire de l'agriculture, donc il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Geoffroy, en conclusion, oui, Ludovic, vous vouliez rajouter un mot. Et puis, ce qui peut peut-être nous servir, on vient de traverser 18 mois de crise, on a vu qu'on n'avait pas de masque, on n'avait plus rien, toute la ferraille est fabriquée en Chine. Aujourd'hui, on a une agriculture, on nous a demandé après-guerre d'être autosuffisant, on y est arrivé. Pourquoi le laisser partir ? Nos politiques ont laissé partir l'industrie et tout le restant. Les paysans sont encore là et on a toujours fait le boulot. Donc je vois pas pourquoi ça peut peut-être nous arriver. Mais les Américains, ils l'ont compris, ça, l'arme alimentaire. Hein, donc elle est quand même bien là. Et ça alors, peut peut-être nous sauver. Et puis alors, pendant le premier confinement, on était bien content de vous trouver, parce que qu'est-ce qu'on a fait comme gâteau ? Et donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme farine ? Et Geoffroy, en conclusion, ce qu'on peut dire aussi, il faut le rappeler, parce que c'est quand même une des règles absolues, une des choses que l'on montre ici à Bétheny, c'est que derrière la volonté des agriculteurs, derrière l'énergie des agriculteurs, il y a aussi, Arvalis, il y a aussi la recherche, et vous les soutenez, vous les aidez, vous les accompagnez.
Alors oui, effectivement, pour y revenir, il m'a piqué un petit peu ma réplique, mais effectivement, avec les 18 mois de crise qu'on vient de traverser, je pense que l'agriculture a peut-être un créneau aussi à saisir sur la prise de conscience de la population qui, jusqu'à maintenant, demandait beaucoup aux agriculteurs de progresser sur tout ce qui était intrants, gaz à effet de serre, etc. Mais aujourd'hui, je pense que les citoyens se sont aussi rendus compte de l'importance d'avoir cette agriculture. Personne n'a manqué d'alimentation dans les supermarchés pendant la crise. Il y a qu'à aller voir dans d'autres pays, je pense que c'était pas du tout le même débat. Donc je pense qu'il y a une opportunité à saisir et une fenêtre à saisir pour cette agriculture si on arrive à communiquer. Je crois qu'il y a eu une table ronde hier dessus. Communiquer sur les progrès de l'agriculture sur ces 10, 15, 20 dernières années, parce que c'est quand même un des secteurs qui a le plus progressé d'un point de vue environnemental sur ces questions. Et donc nous, à Arvalis, pour finir de répondre, oui, effectivement, on est quand même 450 collaborateurs environ à répondre aux demandes des agriculteurs. Chaque année, on a une remontée d'informations lors des symposiums qui nous donnent les principales orientations à suivre pour vraiment qu'on travaille sur répondre à leurs demandes et à leurs besoins. Et aujourd'hui, on est donc 450 et on voit bien que quand on se lance dans un sujet, voilà, on est une très grosse machine, intellectuellement ça fourmille et donc on peut aller vraiment très vite. Sur des sujets, notamment, je pense au label bas carbone aujourd'hui qui est sorti il n'y a pas longtemps. On a déjà des études dessus et ça va vraiment très vite. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci. Et je vous le rappelle, l'agriculture d'aujourd'hui et l'agriculture de demain, c'est ici et maintenant à Bétheny. À bientôt.